humanité, littérature, philosophie, ça paraît une évidence. Alors, un qui n'est pas dans notre lycée, c'est littérature antique, je crois que ça s'appelle comme ça s'appelle, oui parce que moi j'ai fait un bac L, spécialité grec ancien, peut-être théâtre, si c'était disponible, c'était pas disponible quand j'y étais à Joffre, ou alors histoire géo, géopole, mais on va rester sur une discipline artistique pour terminer. Il y a un enseignement de spécialité qui arrive l'année prochaine, c'est le sport. Donc, pas le PS, mais non, les mathématiques, parce que je serai largué très rapidement. Si j'en crois, je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, le 3e trimestre de seconde, j'ai conservé ces trimestres, j'ai terminé avec, je l'avoue, 3 en maths au 3e trimestre. Voilà, je pense que ça n'aurait pas été formidable. J'ai commencé à lire de la philosophie en fin 4e. J'ai découvert saint Thomas d'Aquin, je le connaissais, mais je n'avais pas encore adhéré à sa philosophie. Première année de licence de philosophie, premier trimestre de 2012, je ne peux pas être plus précis, j'ai lu un commentateur de saint Thomas d'Aquin, Étienne Gilson, dans son ouvrage L'être et l'essence, et un autre ouvrage de Gilson, L'introduction à la philosophie chrétienne. Et là, le réalisme méthodique, c'est à ce moment-là où j'ai compris l'insuffisance de la doctrine philosophique dans laquelle j'étais, à savoir le leibnizianisme, donc Leibniz, les erreurs de Leibniz, qui me sautaient déjà un petit peu au visage, mais sur lesquelles je passais ou j'allais un peu vite. Et c'est là où le réalisme, je dirais le réalisme aristotélico-thomiste, alors c'est pas très joli ce mot, mais Aristote plus saint Thomas, ça a été une porte d'entrée philosophique dans laquelle je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est-à-dire il y a quelque chose, cette philosophie est une philosophie en tout cas pérenne, c'est-à-dire sur laquelle on peut construire des choses et sur laquelle on peut élaborer un système cohérent qui a pour seul objectif de rendre compte du réel et pas de se perdre dans une abstraction impossible. Il y a certains systèmes philosophiques avec lesquels je suis en désaccord. Je ne crois pas à l'idée d'une conciliation de tous les systèmes philosophiques. Ce que certains philosophes ont essayé de faire, je pense à Victor Cousin par exemple, je crois aux positions irréconciliables. Il y a des positions irréconciliables et il faut se déterminer par rapport à ces positions irréconciliables. Et c'est sain qu'il y ait des positions irréconciliables. Il y a des systèmes sur lesquels je suis en désaccord. On voit le scepticisme à un moment donné, mais chez d'autres. Et il y a pas tellement un système, mais plutôt un courant qui globalise plusieurs systèmes que je ne supporte pas dans leur manière d'argumenter. C'est ce qu'on appelle les philosophes du soupçon. Les philosophes du soupçon, c'est essentiellement 3 courants philosophiques, Freud, Marx et Nietzsche aussi, même si je mettrais Nietzsche un peu à côté. Ces philosophies du soupçon, elles s'essayent d'argumenter ou de contredire, de discuter philosophie, non pas argument contre argument, mais c'est des philosophies qui n'attaquent pas l'argument en face, mais qui soupçonnent, c'est pour ça qu'on appelle ça philosophie du soupçon, parce qu'elles soupçonnent derrière la thèse des motifs inavouables, des pulsions, des désirs, des émotions, des motivations intrinsèques à l'argument lui-même, et qui l'annule. Derrière les arguments, il y a des pulsions qui se sont transformées en arguments, c'est cette idée de transformation, et ça me gêne profondément, parce qu'on ne peut plus argumenter. Ils ont toujours raison. On peut leur opposer n'importe quoi, on nous dira « mais si tu dis ça, c'est parce que dans ton enfance, tu as été traumatisé, machin ». Derrière ta rationalité, il y a de l'irrationnel, et c'est comme ça que je t'attaquerai. Je n'aime pas, et je n'ai jamais apprécié cette manière d'argumenter. Ça sera certainement regardé par beaucoup d'élèves, donc je dis que je me refuse. J'ai enseigné Freud pendant 2 ans, et je me refuse aujourd'hui, puisque j'ai le choix des auteurs, je me refuse à enseigner Freud et Marx. Peut-être Nietzsche un jour, mais en tout cas Freud et Marx, je ne les enseignerai pas. La démonstration de l'existence de Dieu chez saint Thomas par la distinction réelle de l'essence et de l'existence. Le thème de Dieu est pour moi le thème le plus important de la philosophie. Il ne touche pas seulement la philosophie, mais c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce qu'on appelle Dieu, ça se range dans les questions dites métaphysiques, au-delà de la nature. Et cette preuve de l'existence de Dieu qui est unique, qui a été seulement formulée par Thomas d'Aquin, qu'on trouve cette démonstration dans le petit ouvrage qu'il avait écrit étant tout jeune, L'être et l'essence, il en aboutit à l'idée que Dieu n'existe pas. Dieu est l'existence. Dieu n'est pas un être, Dieu est l'être. Ça change tout. Et d'une certaine manière, Thomas a trouvé quelque chose que l'écriture elle-même nous avait, l'écriture sainte, donc la Bible elle-même, dont elle nous avait parlé, dans le livre Exode, chapitre 3, verset 14. C'est l'épisode du buisson ardent. Lorsque Moïse demande « Qui es-tu, Dieu ?» La réponse que Dieu donne dans le buisson ardent est extrêmement intéressante. Il dit « Ego sum qui sum » je suis celui qui suis.
On attendait je suis. Oui, on attend je suis quelque chose. Un animal, une divinité pour le coup, un ange, une table, une chaise. Mais enfin, je suis, on attend un truc après. Et là, Dieu répond, non, je suis. Je suis. Phrase qui ne veut rien dire dans un français courant. Et qui en réalité est porteuse d'une conception de Dieu qui est qui est totalement unique et qui est radicalement nouvelle dans toute l'histoire de la philosophie et qui ne sera plus jamais reprise après, tellement les conséquences sont importantes sur la vision qu'on a et qu'on peut avoir de Dieu. J'en ai une, elle se situe, évidemment c'est du Thomas d'Aquin, elle se situe dans la Somme théologique, en latin ça donne contemplanta alistradere, il faut contempler ce que l'on a, il faut enseigner ce que l'on a contemplé. C'est à la fois quelque chose dont je crois, vraiment une devise qui m'accompagne, qui pourrait même être une devise personnelle, et surtout la base de mon métier. Thomas nous dit, la contemplation, et on en parlera, la contemplation est la chose la plus importante, c'est l'activité la plus élevée qu'un homme peut faire, la contemplation de la vérité. Mais l'homme ne doit pas simplement contempler, car l'homme est un animal social, il est fait pour vivre en société. L'homme se doit, en plus de contempler, de chercher à transmettre une contemplation. Parce que, je soumets cette idée toute simple, quand vous donnez un billet de 20 €, vous ne l'avez plus. Tandis que quand vous donnez une connaissance, vous la multipliez, parce que vous l'avez encore et l'autre l'a également. Contrairement au bien matériel qui se partage en s'épuisant, la connaissance se partage en s'augmentant. Toute la grande différence. Merci. C'est mon maître philosophique et ça le restera jusqu'à la fin de ma vie, ça j'en suis certain, avec Aristote. Thomas d'Aquin, c'est une manière complète Aristote, mais il part d'Aristote, donc on a besoin d'Aristote, là on ne peut pas faire ça tout seul. Cette philosophie, elle a ouvert un champ des possibles qui est infini dans énormément de domaines. C'est une philosophie qui est très complète. Voilà, moi je me considère, comme le disait Gilson, comme un philosophe, comme un petit, tout petit, minuscule par rapport au géant. Mais alors, minuscule, tout petit, ridicule, philosophe chrétien. Mais philosophe chrétien quand même. C'est-à-dire que cette volonté de lier la religion chrétienne et la philosophie, ce qui est en France c'est un gage, un défi, parce que dans l'esprit commun, la philosophie et la religion, mais ça a des origines qui viennent de Freud et de Marx, la religion et la philosophie sont des disciplines ennemies, ce qui en fait, au cours de l'histoire de la philosophie, a été rarement le cas. Jusqu'au XXe siècle, ce n'était pas le cas, de manière générale. La religion et la philosophie, comme disait Hegel, elles ont le même objet. Toutes les deux visent la vérité, une vérité radicale, absolue, explicative de tout. Et je dirais également, puisqu'on se retrouverait, l'idée c'est, trouvailles peut-être après, dans les cieux, in caritate Christi, c'est-à-dire que désormais, dans la charité du Christ, c'est-à-dire que désormais on se retrouve auprès de celui qui est la cause et celui qui était le but de son travail. Parce qu'il n'a jamais écrit que sur Dieu. Et même quand il n'écrivait pas sur Dieu, le but était de ramener à Dieu. Donc il y a toute ce point de vue qui éclaire toute son œuvre. Elle est insolite et en même temps un peu triste. Une personne qui devait certainement... Alors, je parle d'une copie anonyme, en tant que correcteur pour le baccalauréat, la 2e année. C'était une copie qui racontait le décès du grand-père du candidat. Je pense qu'il n'avait pas la tête à philosopher. Et donc, il a proposé de déballer son sac et de raconter son histoire. C'est une copie extrêmement à part, dont j'ai d'ailleurs demandé pour la notation l'avis d'une commission, etc. Je me suis dit, là par contre, moi je ne note pas quelque chose comme ça, je ne peux pas prendre la responsabilité de mettre une note tout seul à une copie comme celle-là. Mais ça c'était assez insolite parce que voilà, on ne sait pas quoi faire, on est un peu désarçonné face à cette copie et face à la montagne de copies, d'avoir un truc comme ça, c'est très particulier et en même temps touchant forcément. Absolument. À pas la regarder, la dévorer. Non, je veux dire, évidemment que je vais la regarder. Il semblerait que ça soit, pour ceux qui connaissent un petit peu le lore de Tolkien, que ça soit dans le 2e âge. J'avais peur, et je sais que l'acteur de Gimli avait fait savoir qu'il avait lui aussi peur de ça. Que ça soit une redite du Seigneur des Anneaux, une redite du Hobbit, dont je rappelle que ces deux histoires se situent dans le 3e âge, toutes les deux. Le Seigneur des Anneaux ouvrant à la fin le 4e âge, c'est-à-dire l'âge des hommes, puisque les elfes sont partis, et les nains, il y en a plus autant qu'avant, et les derniers sont reclus. Je l'attends impatiemment, le 2e âge, en plus ça sera donc très centré sur les elfes, et sur Sauron qui possédait l'anneau.
avec toute la corruption des autres anneaux, notamment on verra la transformation des 9 rois humains qui se transforment dans les fameux Nazgûl. Donc oui, explorer un autre champ, parce que honnêtement, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, passer après ça, c'est difficile. Ça, c'est une autre passion de ma vie. Passion qui est à loisir, alors que la philosophie, c'est une passion dont j'ai fait un métier. À l'extension Légion, qui est une très bonne extension, parce que c'est plusieurs extensions, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, enfin 16 ans aujourd'hui que ça existe. L'extension Légion offrait la possibilité aux joueurs de la classe dans laquelle on était, et puis également de la spécialité, parce qu'une fois qu'on choisit sa classe, il faut choisir sa spécialité à l'intérieur de la classe, et offrait la possibilité au début de débloquer une arme prodigieuse, c'est-à-dire une arme qui renvoie à un lore extrêmement puissant, fort, et là on nous offrait la possibilité de les avoir, nous. Et j'ai pu à ce moment-là débloquer en particulier 2 armes qui me tiennent à cœur en tant que mage dans le jeu. Alunette, qui est un bâton dont le lore a été développé après, mais un bâton arcanique extrêmement puissant qui renvoie à une histoire avec une gardienne, avec un... très intéressant. Et Phélomélorne, l'arme des mages feu. Phélomélorne, c'est l'arme mythique des elfes de sang, d'une des races que je joue en priorité dans le jeu. Et cette arme est une arme du fondateur même de la race elle-même, d'Atrémar au Soleil, qui a rêvé cette arme, et puis qui l'a faite, et puis qui s'en est servi pour dans de grandes guerres, qui a servi dans de grandes batailles, et qui a été transmis de père en fils. Et c'est une arme qui a énormément servi, et qui s'est retrouvée, grâce à l'extension Légion, dans la main des joueurs. Et là, avoir cette arme, en plus on avait la capacité d'avoir des apparences différentes, d'avoir des pouvoirs différents sur cette arme, de l'améliorer tout au long de l'extension, ça c'était un beau cadeau qui était offert aux joueurs, et je me souviens avoir vraiment eu beaucoup d'émotions en ayant cette arme. Évidemment, WoW, ça reste un MMO, là j'ai plutôt accentué le côté RPG, faut pas oublier que c'est un MMORPG, et là où on a les meilleurs moments, c'est évidemment quand on fait des choses ensemble, avec d'autres, et les raids, les donjons mythiques aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est évidemment la communauté WoW, qui est une communauté dans laquelle on peut avoir de très bons moments. J'en aurai plein, mais voilà, je dis, il y a cet épisode-là pour moi, joueur tout seul, et il y a les moments en raid avec les autres, où là vraiment j'ai des moments, des fous rires, des moments incroyables, que ce soit sur Discord ou avant sur Mumble ou sur TeamSpeak, quand ça existait encore, qui sont incroyables. J'ai pendant longtemps joué un humain mage, et donc les humains sont dans l'Alliance. Aujourd'hui, depuis 2 extensions, on va dire, même si j'ai eu des petites hésitations, j'ai rejoint pleinement la Horde, et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui, surtout avec la configuration actuelle de la Horde, dans la Horde. Donc si vous me demandez, ça sera la Horde. Parce qu'il y a les elfes de sang, parce qu'il y a les sacres nuits, parce qu'il y a les réprouvés aussi, qui ont un lore très important. En revanche, je suis certains amis streamers qui vont certainement me détester, mais je suis partisan de la neutralité des factions. Le danger de la faction adverse n'est pas le véritable danger vient des menaces extérieures. Quand on étudie le lore, il vient des menaces extérieures. Il y a des vrais méchants. WoW, c'est pas une affaire de l'Alliance, ça serait les gentils, et la Horde, ça serait les méchants. C'est souvent une vision d'ailleurs que l'Alliance a. J'ai été très attaché et je le suis toujours, très attaché à une autre faction qui, elle, a essayé de rassembler les deux, le Kirin Tor, qui est une faction qui dirige la cité de Dalaran, qui avait pour but de rassembler les 2 factions dans une capitale commune. Et là, l'extension actuelle, Shadowlands, comme on est dans une autre dimension, les querelles hors d'alliance ont un peu cessé, mais il n'y a pas officiellement d'union. Quand je dis officiellement d'union, ça voudrait dire très concrètement que le joueur puisse par exemple aller dans les capitales de l'autre faction, ce qui n'est toujours pas possible. Si en tant que orc, vous vous approchez d'Hurlevent, capitale des humains, vous allez vous faire détruire. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rentrer. Je prône actuellement l'union des factions, même si je suis hors d'eux, et que je suis très content de l'être pleinement et totalement aujourd'hui. Je fais de la philosophie tout le temps, mon métier, évidemment. Et lorsque je rentre chez moi, j'ai une bibliothèque de environ 3500 livres, et actuellement, je ne sais pas compter exactement, mais j'en suis à peu près là, et c'est ma vie la philosophie, c'est-à-dire que je ne peux pas vivre sans lire un morceau de philosophie chaque jour. Twitch est au départ une plateforme de jeux vidéo, même s'il y a autre chose. Je voudrais consacrer Twitch à cette passion-là. Faire des liens entre WoW et la philosophie, c'est tout à fait possible. C'est même extrêmement... on peut même le faire de nombreuses fois, et voilà. En revanche, faire des lives consacrés à la philosophie précisément, je trouve que j'en fais déjà suffisamment dans ma vie privée et
professionnelle. Pour tout vous dire, si vous voulez une anecdote, lorsque j'ai réussi le concours de philosophie, il y avait un représentant de la chaîne YouTube, les bons profs, c'est les bons profs, voilà, et qui demandaient, ils n'avaient pas assez de professeurs de philosophie, et ils voulaient un professeur de philosophie pour de nouvelles vidéos. On s'est retrouvés avec ceux qui avaient le concours, on est allé boire un verre, je m'en souviens, à Bar, à Paris, et je partais en thèse. Je dis, écoute, je vais avoir les cours à préparer, à écrire, je vais avoir l'année, etc., comme toi, mais en même temps, j'ai envie de me lancer en thèse, et ça va me prendre du temps. Donc non, je ne peux pas faire ça en même temps. Moi, voilà, je voudrais consacrer ma vie sur les réseaux sociaux, entre guillemets, parce que je ne suis pas sur énormément, à WoW, des liens philosophiques, absolument, mais de la philosophie pure, je réserve ça à mes étudiants et mes élèves, et à moi-même. Alors ça, c'est la question qu'on pose, parce que c'est... Voilà. En fait, être ou ne pas être, ça peut s'entendre de... Ce que je veux vous dire, c'est que ça peut s'entendre de multiples façons. C'est totalement plurivoque dans les manières de répondre à cette question. On peut répondre à cette question en disant « Où est mon identité ? Est-ce que je décide d'être ?» Et alors là, ça serait une décision, une incarnation, ou est-ce que je décide d'être dans un état végétatif, de recevoir la vie ? Voilà, on peut l'interpréter comme ça. On peut également l'interpréter comme le problème fondamental de la philosophie, qui, selon Heidegger, serait l'origine même de la philosophie, à savoir ce que je pourrais appeler, grossièrement, le bug parménidien. Le bug parménidien, c'est quoi ? C'est Parménide qui, dans les fragments de son poème sur la nature, nous renseigne là-dessus. Il nous dit, l'être, le non-être, il n'y a pas de possibilité autre. C'est être ou ne pas être, c'est-à-dire être ou ne pas être, et il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux possibilités-là. Ce qui veut dire qu'un milieu entre l'être et le non-être, qu'on appellerait nous le devenir, c'est-à-dire ce passage, par exemple, je suis un enfant, je deviens un adulte. On est passé de l'être au non-être, et du non-être à l'être. Je n'étais pas un adulte, je suis devenu un adulte. Eh bien, ce passage-là, Parménide a considéré qu'il était profondément problématique. La philosophie a véritablement commencé lorsque Parménide a mis en lumière la contradiction qu'il y avait dans ce que nous affirmons tous les jours, c'est-à-dire que l'enfant est devenu adulte. Parce que le non-être ne peut jamais entraîner que du non-être. Le rien ne peut jamais entraîner que du rien. Donc quand on dit que l'enfant est devenu adulte, on dit que du néant a jailli quelque chose. Or, si c'est du non-être pur, et c'est comme ça que Parménide l'entend, on ne peut pas dire que le non-être est passé à l'être, ou que l'être est passé au non-être. Donc, le devenir, que pourtant nous constatons partout dans l'expérience, est peut-être une illusion. Ça m'arrive, oui. Là, vous signalez un péché, je lutte pas assez contre ça. Mais, ouais, c'est une drogue. Non, mais c'est vrai, hein, c'est une drogue, c'est quelque chose, et voilà. Ça fait des années que j'apprécie comme beaucoup cette boisson, mais là, j'ai vraiment beaucoup apprécié puisque je ne bois quasiment que ça. J'essaye de varier les plaisirs, mais je ne bois que ça. Petite anecdote, pendant le confinement, le premier, je n'ai pas bu de coca pendant un mois, ça va pas non plus, c'est là où on voit que non plus, c'est pas... Mais j'étais quand même content d'en racheter, voilà. Mais c'est vrai que je devrais faire plus attention. Alors non, moi je ne suspends pas, je ne suspends pas mon jugement d'habitude et pas là-dessus. Je dirais pain au chocolat. Là-dessus c'est intéressant parce que le sceptique n'aurait pas forcément d'ailleurs suspendu son jugement. Il aurait suspendu son jugement sur le fait de savoir si objectivement c'est pain au chocolat ou chocolatine, mais vous savez que le sceptique, il aurait suivi sans y croire, sans ajouter d'opinion à ce suivi, passivement. Donc s'il avait été dans le sud-ouest. Chocolatine, c'est uniquement pour les gens du sud-ouest ou pour les gens de l'ouest de la France. Moi, je suis né à Montpellier, j'ai vécu ici et on disait je suis pain au chocolat, donc on dira pain au chocolat, même si j'entends l'argument selon lequel un pain au chocolat, c'est un pain auquel on a mis un carré de chocolat. J'entends cet argument, mais je conserverai pain au chocolat par tradition cette fois.